Francis Fortin, je suis avocat chez Tremblay-Bois Avocats. Tremblay-Bois, c'est un bureau qui est basé principalement à Québec, mais on a quand même un bureau à Baie-Saint-Paul, dans le même édifice que la Banque nationale puis le bureau de poste, donc sur Saint-Jean-Baptiste. Moi, je suis d'ici, de la région. Là, je reste à Baie-Saint-Paul à temps plein. Je suis installé là avec la famille, donc, puis je suis impliqué aussi à la Chambre de commerce. Tremblay-Bois, on est un bureau qui regroupe approximativement 45 avocats dans 4 grands domaines, je veux dire 4 grands secteurs au sein du bureau. On a un secteur de responsabilité civile et médicale qui représente essentiellement des victimes, là, soit d'erreurs médicales ou des gens qui ont été blessés. On a aussi un secteur de droit des assurances où on représente certains assureurs, plusieurs assureurs, et on a développé une expertise évidemment dans ce domaine-là. On représente des courtiers aussi, des choses comme ça au niveau de l'assurance. On a un secteur de droit municipal où on représente, je vous dirais, près de 200 municipalités au Québec, dont certaines dans Charlevoix. Donc, on est municipalité MRC, plus généralement des petites municipalités. Le dernier secteur, je l'ai gardé pour la fin, c'est le secteur de droit des affaires, qui est un peu un secteur bicéphale, c'est-à-dire qu'on a une équipe en droit des affaires qui fait du corporatif, donc les acquisitions, fusions, vente d'entreprise, passage à la relève. C'est là que j'ai commencé ma pratique au bureau. Donc, je faisais un peu de ça, des conventions entre actionnaires, réorganiser des entreprises. On a beaucoup de clients qui sont pharmaciens. Donc, j'ai commencé ma pratique. Les pharmaciens venaient d'avoir le droit de s'incorporer. Donc, je travaillais à incorporer la section pharmacie, mais ça n'a jamais été mon domaine principal ou préféré de pratique, ce qui fait que maintenant, je suis dans l'autre partie de la tête, du secteur affaires. Je fais du litige de manière générale, litige civil, commercial, donc des chicanes entre actionnaires, difficultés de vices cachés lors de vente d'entreprise. Ça peut arriver de maison, des choses comme ça. Mais principalement, la partie qui m'intéresse le plus, moi, c'est le droit du travail qui représente à peu près le 3/4 de ma pratique. Et j'ai une pratique assez variée en droit du travail. Là. Souvent, vous allez voir des gens qui sont très campés, font juste des employeurs ou font juste des employés, sont très teintés. Moi, je représente tant des employés que des employeurs dans des domaines syndiqués, dans des domaines où il n'y a pas de syndicat également. Évidemment, quand je représente des salariés, c'est plutôt des cadres, parce que quand on est un salarié qu'on n'est pas cadre, on a accès à la loi sur les normes et un avocat fourni gratuitement à ce niveau-là. Mais j'ai quand même des salariés qui préfèrent choisir leur propre avocat. Ils ne veulent pas prendre le support d'un avocat des normes. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de représenter des salariés qui font le choix, même s'ils ont accès à un avocat gratuitement, de dire « je préfère choisir celui qui me convient et aller de l'avant avec vous ». Donc, c'est un peu ce que ça représente notre cabinet Tremblay-Bois. La première question qu'on avait reçue, c'était « contrat de service, quoi inclure et comment le préparer ?» On peut prévoir plein de choses là-dedans. Évidemment, ça couvre plein de situations. Vous avez des contrats de service professionnels dans le domaine de la construction. Ça pourrait être un contrat d'entretien ménager. Donc, on peut prévoir dans ce type de contrat-là tout ce qui n'est pas contraire à l'ordre public. Là. Tant qu'on ne prévoit pas quelque chose qui est illégal, on ne pourrait pas faire un contrat de service pour de la vente de cocaïne, par exemple. Mais tant que ça ne contrevient pas à l'ordre public, on peut prévoir plein de choses. C'est sûr qu'il y a des éléments plus importants à s'assurer. Évidemment, l'objectif d'un contrat, que ce soit un contrat de service ou un autre, on va dire que ça devient la loi entre les parties. Fait qu'idéalement, il faut bien fixer notre entente, quelles sont les lignes directrices de notre entente, puis après ça, on les couche sur papier. Dans le contrat de service, des choses à ne pas oublier, dans la loi, il est prévu, entre autres, qu'un contrat de service, bien, le client, lui, il peut résilier ça en tout temps, en donnant à l'autre un simple avis écrit. Puis la conséquence, c'est que le contrat vient de se terminer, il faut payer ce qu'on a fait pour le passé, mais on ne doit rien pour le futur. Donc, si ce mode de fonctionnement-là ne nous convient pas, puis on le voit des fois dans le domaine de la construction, si on ne prévoit rien, le client dit en plein milieu de chantier, « bien moi, je suis tanné, je ne veux plus que tu sois là, va-t'en. » Il paye pour les matériaux qui ont été livrés, l'ouvrage qui est fait, puis il ne doit rien pour le futur. Mais quand on pense à des entrepreneurs qui parfois ont un livre de commande qui est rempli pour 1 an d'avance, bien, quand le contrat se termine en plein milieu, ils n'ont pas un client demain matin qui est prêt à prendre
la suite, puis ont déjà d'autres contrats, puis ils attendent après leurs matériaux. Donc, si on prend cet exemple-là, il faudrait prévoir qu'est-ce qu'on fait si le client ou même l'entrepreneur décide, là, c'est terminé, je veux mettre fin au contrat, y a-t-il des indemnités? Qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce qu'on ne paye pas? Puis il faut penser à ça parce que sinon, il va se passer ce que je vous disais, c'est-à-dire que le client dit « moi, c'est terminé », puis l'entrepreneur, lui, il n'a plus rien pour se backer finalement. Les choses importantes aussi dans le contrat de service, c'est le prix. Comment ces contrats-là sont payés. Ça peut sembler évident à première vue, mais il y a différents types de contrats au niveau des contrats de service pour le prix. Vous avez des contrats à forfait. Puis ça a une conséquence. On dit, moi, je vous fais un travail pour un forfait X, 10 000 pour faire tel projet. Bien, il faut s'en tenir au prix qu'on a donné, peu importe ce qui se passe dans le cadre de notre exécution de mandat. Vous avez le contrat, après ça, on pourrait prévoir un contrat à l'heure, où là, il faut le mettre clairement, c'est temps de l'heure, puis il n'y a pas de budget, ou c'est selon les heures effectuées. L'endroit où on a le plus de difficultés, où on trouve le plus de, j'allais dire de litiges ou d'endroits où ça peut être délicat, c'est ce qu'on appelle des contrats sur base d'estimés. On voit ça souvent, là, les gens vont dire, bien, c'est à l'heure le contrat, mais ça va coûter à peu près tant. Là, des fois, on a un estimé prévu au contrat, puis là, on va avoir une chicane, le client nous dit, bien, il m'avait dit que ça coûterait 20 000, finalement, je suis rendu à 25 000. C'est marqué dans le contrat que c'était un estimé d'à peu près 20 000. L'entrepreneur dit, ouais, j'avais vérifié pour 20 000, je pensais que ça prendrait ça, mais ça a pris 40 plus de temps pour effectuer telle tâche, puis mon contrat est clair que c'est un contrat à l'heure, puis j'ai le droit d'être payé pour ces heures-là. La loi et la jurisprudence n'est pas aussi claire que ça. Si on parle d'un contrat sur base d'estimé, du moment que l'entrepreneur estime un prix d'exécution, là, il va devoir justifier pourquoi il n'a pas respecté le prix. Et pour justifier ça, il va devoir dire que ce n'est pas des éléments qui étaient prévisibles au moment où j'ai conclu le contrat. Donc, si on prend l'exemple d'un contrat de construction, on a quelqu'un qui vient pour changer un mur de place. L'entrepreneur qui dit que ça va coûter à peu près 15 000 puis qui dit finalement ça a coûté 20 parce qu'il y avait une conduite derrière le mur d'égout que je n'avais pas vu. Bien, est-ce qu'un professionnel de la construction comme toi aurait été en mesure normalement de trouver cette conduite-là? Si les murs sont fermés partout et il n'y a pas de façon de le savoir, c'est correct, mais s'il fallait simplement que tu descendes au sol et tu regardes les tuyaux passent où pour comprendre qu'il y avait un tuyau dans le mur, bien là, tu ne pourras pas nous dire « je déroge de mon estimé » parce qu'il y a un imprévu. C'est un imprévu que tu aurais dû prévoir. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut prévoir dans le cadre d'un contrat de service. Donc, une deuxième question qu'on a reçue, c'est contrat d'association d'un nouveau copropriétaire. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Il va y avoir différents types de contrats d'association, mais je dirais que ce qui est le plus important, c'est de bien prévoir toutes les règles du jeu tout de suite au départ, justement avant d'intégrer le nouvel associé. C'est toujours mieux de négocier ces choses-là quand tout le monde s'entend bien. Plus le temps, quand la chicane est prise, il n'y a plus de compromis possible, là, il est rendu trop tard. Fait que premier conseil, c'est d'établir les règles du jeu au départ, de les mettre par écrit, puis après ça, on va intégrer le nouvel associé. Maintenant, des choses à penser, c'est la forme juridique, par exemple, de tout ça. Est-ce qu'on intègre un associé, par exemple, dans une société en non collectif? Bien, là, il y a des conséquences juridiques à ça. Donc, si lui commet une gaffe dans le cadre du société en non collectif, tous les associés sont responsables de la gaffe qu'ils pourraient commettre dans l'exécution, dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise. Est-ce qu'on est plutôt dans une compagnie, dans une Inc., dans une société incorporée? Quel cas, bien, il y a des conséquences au niveau de la responsabilité. Normalement, dans une compagnie, notre responsabilité est limitée à nos actions. Ça, c'est de la théorie. En pratique, souvent, quand on a une entreprise, là, on s'en va à la banque, puis là, ils nous fournissent un prêt, puis ils demandent des cautions personnelles. C'est pas pour rien. Là. Souvent, l'aspect financier, lui, fait l'objet de cautions personnelles et tout ça, mais à la base, pour la responsabilité, il y a des choix à faire sur le mode de fonctionnement. Une société en non collectif, une société en non collectif à responsabilité limitée. Des fois, c'est des sociétés en commandite, des compagnies. Puis, il y a un aspect important aussi derrière tout ça, c'est l'aspect fiscal. Et c'est toujours important de parler à son comptable ou à son fiscaliste avant de faire le choix final. Parce que des fois, on va choisir une voie X qui a une conséquence comptable ou fiscale qu'on n'a pas pensé. Et là, ça peut avoir des conséquences. Personne ne veut travailler
pendant des années pour envoyer tout son labeur à l'impôt, juste parce qu'il a fait un mauvais choix au départ. Donc, on est conscient qu'on va en payer, mais l'objectif, c'est pas de tout payer à l'impôt. Donc, bien important au départ de s'assurer qu'on a une organisation juridique qui tient la route au niveau fiscal. On est quand même quelques-uns en développement économique ici. Puis, intérêt personnel aussi en transfert d'entreprise. Étant donné que tu te fais le corporatif, tu te fais de l'acquisition-fusion. Dans le dernier budget fédéral, ils ont élargi la possibilité de transférer un membre dans la même famille, par d'un enfant, ce qui ne permettait pas. Peux-tu nous en dire un peu plus? J'ai juste entendu parler à la radio, là, de ce que je comprends, c'est qu'ils veulent ouvrir, c'est particulièrement pour le domaine agricole, je pense, là, où ils veulent permettre des transferts au sein de la même famille, là, sans avoir l'impact fiscal connu. Je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas comptable, fait que c'est moi mon domaine. Mais je sais que normalement, quand on fait des transactions envers des personnes qui sont apparentées, donc des enfants, tout ça, peu importe le prix convenu, au niveau fiscal, c'est considéré comme étant fait à la juste valeur marchande, là. Donc, c'est ce volet-là, je comprends, qu'ils ont retravaillé pour empêcher, pour limiter le désagrément qui s'est créé. En fait, ça rendait presque impossible, je comprends, de céder ça à ses enfants, par exemple, sans l'envoyer en bonne partie à l'impôt. Je comprends qu'ils travaillent à trouver des solutions à ce niveau-là. Mais ça revient à ce que je vous disais souvent en matière de... On parlait de contrat d'association, mais même quand on fait un transfert d'entreprise ou une réorganisation, on travaille toujours en étroite collaboration avec les fiscalistes et les comptables. Souvent, on va leur parler, on va leur dire, bon, c'est quoi la meilleure recette fiscalement parlant, là, puis au niveau comptable, pour arriver au résultat souhaité. Donc, si on parle d'un transfert d'entreprise, comment on doit structurer l'entreprise pour s'assurer que si on la passe aux enfants, parce qu'il y a déjà des solutions qui existent, bien qu'elles ne soient pas toujours pratiques, là, pour pas que ce soit juste de l'imposition, finalement, puis qu'il y ait un avantage à ce que ça reste dans la famille. Donc, on va travailler avec les fiscalistes. Eux, si on prend une analogie avec un gâteau, là, ils nous disent, voici les ingrédients, puis maintenant, faites le gâteau. Donc, ils nous donnent tous les ingrédients, les étapes à suivre, puis après ça, nous, on va monter toutes les étapes. S'il faut incorporer, par exemple, tout d'abord une entreprise, puis vendre des actions par la suite, ou faire une fiducie, donc on va travailler cet aspect-là. Mais je n'ai pas été voir le budget, là, mais je comprends que l'idée, c'était de limiter l'impact fiscal quand on transférait à des enfants, qui était dû au fait que c'était considéré de faire juste valeur marchande quand c'était une personne apparentée. Puis c'est un problème qui est bon pour les transferts d'entreprise, mais dans d'autres situations là, où j'ai eu à travailler, là, comme je vous dis, je ne suis pas fiscaliste, mais des fois, on fait du litige en matière fiscale pour des entreprises, leur donner un coup de main. Puis du moment que c'est entre personnes apparentées, c'est un problème qui peut se produire. Et je l'ai vécu des fois plusieurs années plus tard, là. Donc, des options d'achat données sur une maison, par exemple, à une conjointe, qui, lorsqu'elles ont été exécutées, je pense que c'était 12 ou 13 ans plus tard, ont donné un impact fiscal par rapport à l'option donnée en 12 ans auparavant. Évidemment, quand on parle d'immobilier, là, sur 12 ans, ça bouge rapidement. Ça peut avoir des conséquences importantes. Donc, voilà. Merci. Peut-être une question un peu d'ordre général. En tant qu'entrepreneur, une entreprise, quand elle aurait besoin, dans le fond, de contacter un avocat, est-ce que tu as des exemples à nous donner courants là, de personnes qui t'approchent? Les exemples courants, c'est que les gens m'approchent parce qu'il y a déjà un problème. Si on parle d'association, bon, là, ça fait... Et souvent, là, c'est parce qu'on a laissé traîner. C'est plate, mais c'est comme ça. Je vous dis ça, mais en association, je travaille beaucoup en droit du travail, là, gestion des employés, tout ça. On m'appelle parce que là, on est rendu au point de rupture. Et là, l'employé, n'est plus capable, il fait trop d'erreurs, on veut mettre fin à son emploi, mais on ne l'a jamais averti, on n'a pas de note au dossier, on ne sait pas quel support qu'on lui a donné entre-temps. Donc, toutes les étapes préalables n'ont pas été faites. Même chose avec un associé, on vient me voir. Puis là, ça fait des années, je l'ai vécu encore dernièrement, ça fait des années qu'on le supporte finalement. On est 4-5, puis nous, on met l'épaule à la roue, on facture 2000-2500 heures par année, pendant que lui, il en fait 1300-1400, puis il traîne la patte, mais il encaisse la même chose que tout le monde, compte tenu de notre organisation.
Puis là, on veut que ça finisse. Ouais. Ben là, ça fait plusieurs années que c'est comme ça, puis on n'a pas agi. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que le conseil, le meilleur conseil quand venir nous voir, c'est au début. Puis même idéalement avant, les premières fois que le problème se manifeste, puis même des fois avant, si on est capable de prévoir les coûts, ça vaut la peine. Puis là, on économise en le faisant au début beaucoup plus. C'est beaucoup moins cher que de corriger des problèmes rendus à la fin. Le droit du travail, c'est un excellent exemple. Souvent, le plus gros problème que j'ai quand je travaille avec des employeurs, c'est que le dossier d'employé n'est pas monté. Ils viennent me rencontrer, puis c'est impossible, il fait telle erreur, il fait telle chose, il ne rentre pas à l'heure, OK. Il ne rentrait pas à l'heure quand? Oui, c'était l'année passée. L'avez-vous averti? Il me semble, je ne peux pas vous dire quand, je n'ai pas de note de ça, pour ça dans mon agenda. OK, il a fait une gaffe, sa caisse ne balançait pas, on n'est pas sûr si c'est du vol ou il est juste incompétent. OK, l'avez-vous averti? Non, il n'a pas vraiment dit. Oui, là, on a un gros problème. J'ai des employeurs avec qui j'ai travaillé, ils m'appellent à chaque fois que ça se produit. Bon, on va faire ça. Par exemple, là, c'est un cas de suspension, on va la faire tout de suite, on va la mettre par écrit. On va prévoir le suivi tout de suite pour la prochaine fois. Puis là, quand on a suivi toutes les étapes, qu'on arrive à la fin, ça évite bien des problèmes puis bien des coûts. Et souvent, l'autre aspect, la conséquence, c'est quand on arrive trop tard dans le processus, bien, pour régler le dossier, quand on veut régler, souvent, ça finit par des discussions monétaires. Puis quand on a mal fait ça au départ, bien, des fois, il faut sortir un peu plus d'argent de nos poches pour acheter la paix ou se résoudre à faire un litige, aller devant le juge avec une décision pour laquelle on n'est pas certain du résultat. Il y a un humain qui décide au bout du processus, puis on ne peut pas être garanti d'avance de quel sera le résultat obtenu. Dans le domaine privé, interpersonnel ou personnel, il y a beaucoup de promotions par rapport à la médiation. Est-ce qu'il y a quelque chose du même genre au niveau des affaires, avec les employés? Oui, en fait, c'est de manière générale, là, ce qu'on appelle le nouveau Code de procédure civile date de 2016. Là, il n'est plus vraiment nouveau. Il y a des obligations qui ont été insérées pour les parties avant de se lancer dans un litige, de réfléchir à la possibilité d'aller en médiation ou de négocier une solution. La médiation, ça peut prendre plusieurs formes. Puis, il faut savoir que quand on regarde juste les statistiques, les avocats ont la vaste majorité de notre temps, là, on négocie puis on tente de trouver des solutions aux problèmes. C'est plus ça parce que je vous dirais que moi, je fais du litige quand on prend un dossier, mettons les dossiers qu'on envoie de mise en demeure, si on prend 10 dossiers pour lesquels on a envoyé une mise en demeure puis qu'il y a un litige qui s'annonce, s'il y en a un sur les 10 qui finit par un jugement, c'est beau. Fait qu'il y a probablement aux alentours de 90 % des dossiers qui se règlent en cours de processus. Ça, c'est pour le litige général. Donc, oui, quand on parle d'affaires, il y a des médiateurs qui sont reconnus. Des fois, dans les conventions entre actionnaires, on va aller plutôt vers un arbitrage. Mais ce qui est le plus fréquent, souvent en affaires, c'est qu'une fois que la mise en demeure est partie, puis que les deux parties ont des avocats, souvent, on va finir par trouver un moment. Il y a une question de timing aussi. Des fois, il faut laisser la pression descendre, que les gens soient prêts à se parler. Puis on va s'asseoir tous alentour d'une table pour essayer de trouver une solution. De temps à autre, on va ajouter un médiateur. Puis même dans les processus judiciaires, là, quand on est en cour supérieure, par exemple, ou en cour du Québec, une fois que les procédures sont lancées, il y a beaucoup de dossiers maintenant qu'on fait passer par les conférences de règlement à l'amiable, qui est un processus également de médiation, conciliation. Ce qui est particulier pour les conférences de règlement à l'amiable, c'est que c'est un juge qui fait le médiateur. Et lui, se présente là, il n'a jamais le rôle de trancher le dossier. C'est pas sa job, là. Il nous le dit en partant. Moi, je suis ici pour tenter de trouver une solution qui va faire le bonheur de tout le monde, puis que tout le monde va être à l'aise à la fin de la journée. Mais ça a un taux de succès très, très élevé, ne serait-ce que par l'autorité morale que le juge peut avoir. C'est sûr, quand on est en caucus, hein, souvent, je parle de la Cour supérieure, mais aux normes du travail, c'est un peu la même chose. Quand on essaie de régler, on fait des caucus dans des salles séparées. Quand vous êtes assis tout seul avec un juge qui vous dit « Ouais, vous savez, vous avez raison, je comprends que vous êtes frustré par la situation, qu'il y a de quoi à faire, mais regardez tel aspect de votre dossier, un tel ou tel autre endroit, vous avez des faiblesses, prenez ça en compte. Je ne vous dis pas ce que je déciderais si j'étais sur le banc,
mais ce serait des éléments qui me chicoteraient. Ça a généralement tendance à faire réfléchir les parties puis à permettre de se rapprocher. Encore là, je pense qu'en conférence de règlement à l'amiable, ils ont des statistiques qui parlent de 85-90 des dossiers qui se règlent à l'intérieur d'une journée. Puis il y en a certains qui se règlent. Des fois, on n'arrive juste pas à s'entendre à la fin de la journée. On se laisse en disant on va se reparler dans les prochains jours, puis on règle ça dans la semaine, dans les 2 semaines qui suivent. Donc, la vaste majorité des dossiers se règlent avant d'avoir un jugement. Bonjour, j'aimerais savoir quand est-ce que je consulte un notaire et quand est-ce que je consulte un avocat? Il y a, c'est des professions qui ne sont pas si loin l'une de l'autre. Il ne faut pas oublier, le notaire comme l'avocat fait un bac en droit, puis après ça, on va faire soit le barreau ou la chambre des notaires. Donc, ça se ressemble beaucoup, on a la même formation de base. Il y a beaucoup de domaines où nos expertises vont chevaucher. Pour ce qui est des, par exemple, ventes, achats d'entreprises, des réorganisations, les notaires, pas tous, là, mais il y a plusieurs en font, les avocats ont fait ça aussi, mais il y a des domaines où c'est exclusif. Si on parle d'un litige, du moment que ça devient litigieux, les notaires n'ont pas le droit de se présenter à la cour. Donc là, ça, c'est un aspect vraiment exclusif pour les avocats. Si vous dites j'ai un litige avec mon voisin, puis là, on peut penser pour notre terre personnelle ou même des fois pour des entreprises, c'est important de savoir notre entreposage peut aller jusqu'où. Puis là, je vais envoyer une mise en demeure pour faire du bornage. Le notaire ne pourra pas, à moins que tout le monde soit d'accord, puis là, même là, à un moment donné, il n'y a plus grand-chose à faire quand tout le monde est d'accord. Je veux dire, c'est simplement de contacter l'arpenteur puis de faire les démarches, mais si ça devient litigieux, il faut aller vers un avocat. Il y a des pratiques qui sont exclusives aux notaires. Par exemple, quand on a besoin d'une hypothèque sur un immeuble. C'est pour ça que quand on fait des contrats d'achat-vente, nos résidences personnelles, c'est financé à l'aide d'une hypothèque immobilière. Donc là, on est obligé d'avoir un notaire pour faire ces choses-là. Mais les avocats ont fait, dans le cadre d'achat-vente d'entreprise, des hypothèques sur des biens meubles, on en fait ça. On en fait des financements comme ça pour de l'équipement roulant, des biens, de l'inventaire, des stocks, ça on peut. Mais c'est vraiment quand ça devient immobilier que ça prend un notaire. Puis il y a des domaines qui, techniquement, les avocats, on a le droit de faire des testaments, des mandats en cas d'inaptitude, des choses comme ça, mais en pratique, il y a un registre des testaments au barreau, mais en pratique, il y en a, mais il n'y a pas beaucoup d'avocats qui pratiquent dans ce domaine-là. Donc, vraiment, droit des personnes, là, testament, mandat, toutes ces choses-là, les notaires ont généralement une meilleure expertise que nous. Je vais faire du pouce sur sa question. La convention entre actionnaires, j'ai déjà vu des avocats, j'ai déjà vu des notaires. Donc, les deux peuvent le faire aussi, c'est ça? Là, quand on négocie la convention entre actionnaires, là, il n'y a pas encore de litige. Fait que les notaires peuvent faire ça également, mais on en fait très fréquemment aussi. Là. Ça fait partie d'un domaine où c'est assez... on chevauche au niveau des expertises. Quand les gens se font une entente de gré à gré entre eux, puis c'est pas toujours notarié, pas toujours fait par un avocat non plus, c'est quoi la force d'une entente comme ça? Légalement, il y a certains contrats là, qui ont des formes spécifiques prévues. Il faut absolument avoir un écrit, entre autres des contrats prévus par la loi sur la protection du consommateur, mais si on oublie des cas bien spécifiques là, qui sont prévus par la loi, un contrat, ça peut être, le code dit c'est le simple échange de consentement entre les parties. Fait que si on se parle, on se donne la main, techniquement, on a un contrat, c'est valide. Le problème qu'on a, c'est de prouver ce qu'il y avait dedans après. Là. Ça, 10 ans plus tard, essayer de prouver ce qui s'est dit, c'est jamais facile. Mais le contrat, par exemple, préparé par deux personnes qui font ça à la main, qui le signent, un avocat, un notaire, pour une convention entre actionnaires, par exemple, ça va avoir la même valeur juridique. Maintenant, le vrai risque, c'est qu'il manque des choses. Parce que ça peut paraître, des fois, on peut se dire, ça peut paraître simple. Qu'est-ce qu'on va prévoir dans une convention entre actionnaires, comment on répartit notre entente, là, mais il y a bien des choses, quand on rencontre les gens, moi, ce que je faisais, là, des fois, je leur envoyais un premier projet. J'avais une idée d'où ça s'en allait, là, puis je mettais tout ce qu'on pouvait imaginer. Puis je disais, regardez ça, puis on va se reparler après. Là, je vous parle d'une clause shotgun. Si on n'a jamais vu une, là, les gens nous disent, c'est quoi une clause shotgun? À quoi ça sert? Pourquoi je mettrais ça? Qu'est-ce que vous faites si vous avez des assurances qui sont payées par l'entreprise?
En cas de décès, l'assurance, ça sert à quoi? À payer les actions de l'autre partie, à payer en premier, c'est l'entreprise qui l'encaisse. Vous pensez à l'impact fiscal que ça peut avoir. Est-ce que vous voulez vous fixer des cas bien précis où, mettons, on est 4, on doit avoir chacun un poste au conseil d'administration, puis on s'engage sur une convention de vote où on va toujours être les 4 administrateurs? Parce que c'est pas prévu. À un moment donné, il peut se passer un putsch, puis il y en a un qui va se ramasser de côté, puis c'est au conseil d'administration que les décisions se prennent. C'est pas au niveau des actionnaires. Les actionnaires, dans une compagnie, n'ont à peu près pas de pouvoir, là, à part de nommer le conseil d'administration. Donc, il y a plein de petites choses comme ça auxquelles il faut penser. Évidemment, quand on ne l'a jamais fait, ben, on ne le sait pas. Quand c'est notre première, on part de zéro, c'est bien difficile de prévoir toutes ces choses-là. Mais j'ai vu des dossiers où, la question, c'est couvert par le contrat, elle tenait sur une page, faite à la main, 2 signatures. Ça reste un contrat valide. Souvent, c'est dans les modalités d'application. Je vous donne l'exemple, c'en est un contrat de vente fait sur une page. Les 2 parties avaient signé, il y avait un prix de vente, il n'y avait pas de date, on ne savait pas c'était pour quand, on ne savait pas si ça allait être financé ou pas, on ne savait pas s'il y avait des répartitions à faire. Donc, tu sais, c'est un contrat valide. Après ça, il y a tout un aspect qu'on dit, bon, là, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui n'est pas écrit finalement? Là? Et là, on a l'obstination de « il m'avait dit ça ». Moi, c'est pas ça que j'avais compris. J'ai pas de courriel. Un travail préalable qui peut être fait par l'entrepreneur pour diminuer les coûts, justement, pour la convention d'actionnaire ou d'associés, où c'est pas recommandé de toute façon. Est-ce qu'il y a un impact, justement? C'est sûr que, j'ai 3 personnes qui disent, bon, on va s'associer, puis on veut être en association, on veut une convention d'actionnaire. Si vous n'avez même pas encore commencé à penser de comment je répartis ça, qui a quel pourcentage, qu'est-ce qu'on fait dans un cas X, Y, là, on part de zéro, puis on va travailler beaucoup à des choses pour lesquelles, moi, je vais vous dire, je vous lance des questions, puis là, vous allez trouver des réponses, finalement, mais vous allez retourner avec beaucoup de réflexions à faire. Donc, c'est sûr que d'avoir une ébauche, j'allais dire, des lignes principales de notre entente avant de se présenter chez l'avocat ou chez le notaire, c'est toujours une bonne idée. Puis ça, c'est bon pour la convention d'actionnaire, les contrats, mais c'est bon pour même des litiges. Souvent, moi, je vais dire à mes clients, là, ils m'appellent, on a un congédiement, par exemple, puis là, l'employé me poursuit parce que je l'ai congédié. Bien, préparez-moi tout de suite un dossier avec une chronologie. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ordre? Mettez tout de suite vos dates, au lieu qu'on s'assoie pendant 2 heures à les mettre ensemble. Puis, préparez ça. On va peut-être économiser 1 heure ou 2 juste de mise en place des informations pour avoir l'essentiel, puis amener avec vous les documents. Là, déjà, ça se fait aussi, là, tout mélanger dans un sac, mais on passe du temps, évidemment, à trouver ce qui est le plus pertinent. Donc, c'est pas impossible, mais c'est plus long, donc ça coûte plus cher éventuellement. C'est quoi une clause shotgun? Si on parle d'une convention d'actionnaire, la clause shotgun, moi j'appelais ça le remède de cheval. C'est une clause qu'on met, puis il y a des conséquences à ça. C'est pas le genre de clause qu'on va mettre lorsque les personnes n'ont pas les mêmes moyens financiers. Il faut être dans une situation assez égalitaire, mais c'est une clause qu'on va insérer quand il n'y a pas d'autres solutions. On dit là, on s'entend vraiment plus, puis on veut que ça se termine. Clause shotgun, c'est une clause par laquelle il y a différentes formulations, mais généralement, on dit, on envoie un avis à notre, si on est juste 2, là, à notre associé en lui disant « là, c'est fini ». On n'a pas besoin de justifier d'habitude une clause shotgun. Ça vient de se terminer, tu as 50 des actions, je t'achète pour 500 000 $, payable dans 30 jours, voici le contrat de vente, puis présente-toi pour signer ça. C'est un clause shotgun d'un remède de cheval et souvent, ces clauses-là sont faites pour que ça soit terminé de façon permanente. C'est-à-dire que la personne qui reçoit l'offre, puis là, il y a différentes... On peut prévoir là, comment ça fonctionne, mais le classique, c'est je t'envoie une offre pour t'acheter à 500 000. Toi, tu as 2 choix. Tu acceptes ou tu me rachètes au même prix. Il n'y a pas d'autre option. Ça va nécessairement mener à une fin de l'association. Et le contrôle qu'on a, c'est de dire, ben moi, je sais que si j'envoie une offre à 1 demi-million, si ça vaut 1 million, puis j'ai juste dit, je t'en fais 1 demi-million, bien, ils vont me racheter pour 1 demi-million. Fait que le prix que j'ai mis sur la table, j'ai un risque moi-même de me faire racheter pour ce prix-là. C'est le contrôle qu'on peut avoir dans ces clauses-là.
Bien, le danger, c'est que si vous avez quelqu'un qui a beaucoup de liquidité, quelqu'un d'autre, par exemple, qui, même s'il y a une bonne équité, il n'y a rien de liquide, bien, là, il peut se ramasser dans une situation où peu importe le prix, il ne sera pas capable. Fait que c'est ça le risque des clauses shotgun. Puis là, vous avez toutes sortes de variantes. Là, je te force de me racheter, puis là, c'est l'autre qui a l'option. Mais c'est toujours le même principe. Il y a une offre avec un prix, puis c'est un ou l'autre qui va acheter à ce prix-là, puis ça se termine. L'autre question, on voit dans les PME surtout la loi sur la protection contre les créanciers. Oui. Est-ce que c'est possible de faire ça dans une petite entreprise? Et si oui, comment ça fonctionne? Je ne fais pas beaucoup de faillites. J'ai des collègues au bureau qui en font plus que moi, mais vous avez, probablement ce que vous parlez, c'est la loi avec les arrangements des créanciers des compagnies. Il y a la loi sur la faillite et l'insolvabilité, puis la loi sur les arrangements des créanciers avec les compagnies, qui vont normalement amener soit une fermeture ou une restructuration. La différence, c'est le niveau de dette. On peut être une petite entreprise et faire appel à la LACC, la loi sur les arrangements avec les créanciers. Là, le seuil, certains, c'est 5 ou 10 millions de dettes. Là. Donc, c'est une question de montant d'endettement qui va nous permettre d'aller vers une loi ou plutôt l'autre. Puis remarquez que la loi sur la faillite peut s'appliquer, il n'y a pas de limite de montant. C'est juste qu'il faut avoir au moins un certain nombre d'endettements pour avoir la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, qui a certains avantages au niveau de la restructuration, je comprends, puis de la gestion pendant la restructuration. C'est ça l'avantage de l'une par rapport à l'autre. Peut-être un peu de simplicité pour continuer d'opérer l'entreprise entre-temps, pas se faire poursuivre, puis peut-être réussir à réorganiser les trucs en baissant l'endettement. Ce qui se fait aussi en vertu de la loi sur la faillite, mais qui est plus complexe, plus lourd, selon ma compréhension. Oui. La loi sur la faillite et l'insolvabilité, puis c'est pas nécessairement une faillite. Là, souvent, quand on veut essayer de s'organiser, on fait des propositions concordataires, donc des propositions aux créanciers. Ça peut ressembler un peu à ce qu'on va retrouver sur la loi avec les arrangements créanciers des compagnies. Mais là, on n'a pas besoin d'avoir le seuil d'endettement. Puis il y a des conséquences. Là. Quand on parle de personnel, une proposition de consommateur, si elle n'est pas acceptée, bien, vous n'êtes pas en faillite. C'est juste que vous n'êtes pas libéré. Quand vous êtes en vertu de la loi sur la faillite pour une entreprise, si vous faites une proposition à vos créanciers qui est refusée, là, vous tombez en faillite. Donc là, il y a des conséquences à ça, des choix à faire, j'allais dire stratégiques. Là. Mais c'est pour ça qu'on voit des cas peut-être plus médiatisés puis un peu plus gros, là, ils vont aller vers la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. L'endettement insuffisant, ça lui donne un peu plus de liberté pour l'administration provisoire puis la restructuration par la suite. Mais ça veut aussi dire, parce qu'il y a des syndics qui s'occupent de ça, là, que lui, il va travailler plus, il va mettre plus de temps, puis ça va coûter plus cher. Un syndic ne travaille pas gratuitement, peu importe le cas de figure. Moi, j'ai une question par rapport aux baux commerciaux. Oui. C'est quoi l'intérêt ou les avantages de l'enregistrer ou de l'inscrire? Et est-ce qu'il y a un délai pour le faire? Bon, pour les baux commerciaux, l'intérêt de l'inscription, c'est en cas de vente. Donc, vous êtes dans un immeuble, il y a 5 locataires, puis le propriétaire vend l'immeuble. Quand c'est des baux commerciaux, puis qui n'ont pas été publiés au registre foncier, bien là, il y a des possibilités supplémentaires de mettre fin au bail, puis de ne pas le respecter. C'est ça la conséquence s'il n'est pas publié, c'est qu'on a moins de protection. Ce qui n'est pas vrai quand c'est un bail de logement où là, en vertu de toutes les règles d'ordre public, puis la loi sur le tribunal administratif du logement maintenant, il y a des protections. On ne peut pas vendre un immeuble à logement et dire, ben là, je suis le nouveau propriétaire, vous n'avez pas publié vos baux, vous en allez dehors. En matière commerciale, c'est pas pareil. Là. Ça pourrait permettre la résiliation du bail, puis il n'y a pas de délai pour le publier. Puis il y a différentes méthodes de publication aussi. Généralement, quand on a un bail commercial, on va prévoir les méthodes de publication possibles parce que le propriétaire veut limiter ce qu'on va publier au registre foncier. Entre autres, pour pas que le prix apparaisse. Parce que là, il y a des arguments de négociation sur moi, lui, il paye tant, j'ai mieux négocier de l'autre côté. Donc, on peut publier ça par avis sommaire, qui appelle, là, ou un bail complet. Fait qu'il faut regarder notre bail, qu'est-ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Ce qui ne serait pas permis, à moins d'erreur, ça serait contraire à l'ordre public, ce serait d'empêcher le locataire commercial de publier son bail, littéralement. S'il n'y a rien de prévu, ça veut dire que c'est possible? Techniquement, on peut publier le bail en entier au registre foncier. Tant qu'il est encore valide, il n'est jamais trop
Il faudrait que je vérifie, mais je n'ai pas connaissance d'un délai ultime pour publier. D'ailleurs, on voit souvent ça, il y a des rumeurs de vente, puis là, il y a des publications qui sortent, là, ça vient avec. Donc, voilà. Bien, évidemment, il faut que le bail soit en vigueur. Puis un bail commercial, probablement, c'est plus touffu aussi. Là. On doit prévoir beaucoup plus de choses. C'est pour ça qu'on va voir, par exemple, les règles de publication. Parce que ce qu'on a dans le Code civil, c'est une couche de fond. C'est comme le primer sur le mur, là. Mais il n'y a pas bien de règles qu'on ne peut pas contourner ou changer. Si vous n'avez pas prévu, voici ce qui se passe. Mais vous pouvez prévoir le contraire dans à peu près tous les domaines. C'est pour ça qu'on a des gros baux, tandis que quand on est en matière de logement, bien là, il y a un formulaire qui est obligatoire. Quand je parlais de contrat, par exemple, il y avait des formes obligatoires, bail de logement. Si on n'a pas le formulaire de la régie, c'est pas bon. Donc, voilà. Les entreprises, les OBNL, les coops, tout ça, là, qui portent le commerce. Dans le Code civil, là, il y a des règles générales pour l'ensemble des baux. Peu importe, là, si on est un OBNL, une compagnie, tout ça. Puis il y a une petite section qui est, bien, pas petite, là, il y a pas mal de stock dedans, mais il y a une section pour les baux résidentiels de location là, qui sont couverts par le tribunal administratif du logement. Donc le bail de logement, lui, est beaucoup plus encadré, puis on n'a pas vraiment de liberté. Tout le reste, ça rentre dans ce que je venais de dire là, pour la publication et tout ça. Au niveau des réseaux sociaux, quelles sont un peu les protections que peuvent avoir les entreprises? Des fois, ils peuvent avoir des commentaires négatifs sur son entreprise ou des campagnes un peu délétères pour une entreprise. Quels sont les recours qu'elle peut avoir? Ça arrive jamais, ça. Des commentaires négatifs sur Facebook. C'est de plus en plus fréquent, effectivement. C'est un problème parce qu'on dirait qu'une fois que l'écran est là, les gens n'ont plus de retenue. Que vous publiez ça sur Facebook, sur Twitter ou dans le Journal de Montréal, ou dans le Journal de Québec ou dans le Charlevoisien, c'est les mêmes règles qui s'appliquent. Ça, les gens ne le comprennent pas. Donc, c'est les mêmes recours également. Si on va faire de la diffamation en ligne, qu'on le fasse, peu importe le médium sur lequel on va faire de la diffamation, ben c'est le même impact. Puis là, on le fait, évidemment, quand on est sur les plateformes, là, les Facebook, Twitter de ce monde, ils ont des règles eux-mêmes à l'interne, donc des publications qui seraient hostiles ou qui atteignent à la réputation, là, on peut les signaler, puis des fois, la plateforme l'enlève elle-même, là. Fait que ça, c'est un recours supplémentaire, des fois, qu'on n'a pas ailleurs. Mais sinon, ça se traite de la même façon, les conséquences sont les mêmes. Souvent, on envoie une mise en demeure, on demande le retrait. Si c'est pas fait, ça peut amener à des poursuites en dommages. Il y en a eu plusieurs. Il y a même des cas où ça a créé des poursuites criminelles puis de l'emprisonnement. Là. Des gens qui ont, sur les réseaux sociaux, même en message privé, menacé des gens de mort ou menacé physiquement de porter, d'aller battre chez eux. Puis il y a des cas de jurisprudence où les juges ont dit, bien, c'est des menaces comme si vous aviez appelé, puis ils se sont ramassés à aller réfléchir un petit peu aux frais pendant quelques semaines. Donc, ce sont les mêmes conséquences, puis on a les mêmes recours. Toujours la même chose, on envoie une mise en demeure qui est comme l'avis, puis si ça ne fonctionne pas, bien là, on peut prendre des procédures judiciaires. Des fois, c'est l'application qui est plus dure parce que la vraie difficulté sur les réseaux sociaux, des fois, c'est de trouver qui est l'auteur. Souvent, on le sait, là, les gens s'affichent, mais il y a des cas quand même anonymes, là, où là, c'est plus compliqué, il faut se battre pour aller trouver ne serait-ce qui est celui qui est derrière ça. Il y a des procédures qui se font aussi en cours pour ça, en matière d'injonction, pour obtenir l'identité de certaines personnes, là. Ça s'est vu dans des cas médiatiques des dernières années, là, entre autres dans les cas pour le MeToo, là, où il y avait eu la page, c'était quoi? C'était Balance ton port, là, je me souviens bien, où là, il avait fait des démarches parce qu'il essaie de trouver qui était derrière les publications, puis on tentait de les protéger, puis la Cour a dit, bien là, écoutez, on ne peut pas te protéger de tout, là. Il y a des limites. Les réseaux sociaux, c'est pas un paravent, là. Dans la vie, quand vous faites... Si vous faites quelque chose dans la vie, vous êtes responsable de vos actes, peu importe que vous le faites en ligne ou en personne. Une mise en demeure personnelle, au niveau légal, ça a la même valeur. Puis ça, c'est bon pour tous les dossiers, là. Le code, ce qu'il prévoit, c'est qu'il faut envoyer une mise en demeure pour avertir de notre désaccord et qu'on va prendre des procédures. La réalité, c'est plutôt l'effet. C'est quand les gens reçoivent une mise en demeure personnelle, pas tous, là, mais il y en a bien qui mettent ça dans la filière 13. Là, ça n'a même pas le temps d'être ouvert, ça passe dans le shredder, puis on n'en parle plus. Quand
Tandis que quand on envoie, par exemple, juste une lettre d'avocat, des fois, les gens réfléchissent un petit peu plus. Ils disent, ouais, il y a du sérieux derrière ça. La personne n'a pas la peine d'aller voir un avocat, puis il m'envoie ça. Puis là, souvent, on a les bons alignements juridiques aussi. C'est bon. Un compte impayé, c'est pas trop complexe, ça, mais quand on parle de diffamation, des fois, il y a des règles particulières. Puis des fois, le mode de transmission, l'important, c'est qu'on a une preuve de réception. Donc, le courrier recommandé, la poste ordinaire, des fois, ça fonctionne aussi. Le courriel avec une preuve de réception. C'est sûr, quand on veut montrer un certain sérieux, des fois, on envoie l'huissier qui va cogner à la porte. Puis là, on a une preuve de réception, puis la personne comprend que là, c'est plus un jeu, là, finalement. Là. On a vraiment dépassé les bords. Ma première question, c'est j'ai ma petite entreprise individuelle depuis longtemps, puis là, je suis prête à le changer en compagnie. Sur Internet, il y a beaucoup de publicité sur, je dirais, comme des petits kits préassemblés qui vendent d'avocats qui disent bon, ben, je cherche tant, puis qu'est-ce que vous pensez de ça? Je sais qu'il y en a plusieurs qui existent. C'est comme des setups tout faits. Ce qu'on fait aussi, nous, là, on a un prix fixe, puis ça coûte ça pour partir d'une compagnie, mettre tout en ordre. Généralement, je dirais que le kit de départ, ben c'est un kit qui est one size fit all, excusez-moi l'anglicisme, mais il n'est pas pantoute adapté à une situation précise. Fait peut-être qu'il va faire, peut-être qu'il ne fera pas, mais il n'est sûrement pas adapté, là, il est générique, puis ça pourrait arriver que vous preniez ça, ça n'est pas du tout avec vos besoins. Ça peut arriver aussi que ce soit parfait, mais là, ça, c'est dur de le dire sans avoir un cas précis. D'ailleurs, il y a des gens qui le font eux-mêmes là, sur le site du registraire des entreprises. C'est pas impossible, c'est pas une job colossale et incroyable, là. Ça se fait quand on sait qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est un peu comme les kits de testament tout prêts là, qu'on peut commander sur Internet. Le gros va être là, ça ne veut pas dire que ça fait pour nous. Puis l'aspect important, je dirais, surtout quand on a déjà une entreprise, puis on se dit là, je veux m'incorporer. Parler à son comptable avant. Parce que ce changement-là a un impact fiscal, puis comment on transfère les actifs, finalement, qui nous sont personnels parce qu'on n'est pas incorporé, vers une entreprise Inc. Ça peut avoir des conséquences fiscales ultérieurement également. Fait que c'est des choses qu'il faut bien prévoir aussi, puis qu'on n'aura pas dans le kit de départ. Si le comptable nous dit, bien, il faudrait faire un kit de location, il faudrait louer les biens ou il faudrait les transférer en faisant d'abord un transfert A pour ensuite les rouler dans l'entreprise, bien, ça, on n'a pas ça dans un kit de base. On a un kit qui probablement va être plus adapté à quelqu'un qui commence au jour 1 et qui dit, je veux tout de suite faire une compagnie. Là, j'ai rien de fait. Fait que, tu sais, je vais prendre le kit générique puis je vais m'adapter à un moment donné. L'autre chose, c'est qu'une kit de base, bon, bien, vous avez la Constitution, les restrictions au transfert des actions. Tu sais, il y a des annexes à ça, là. Puis, entre autres, il y a une annexe qui est la description du capital action. Bien, là, dépendant où vous le prenez, la description du capital action, il va être générique. Fait que je ne peux pas vous dire ce qu'il va y avoir dedans. Mais plus tard, des fois, on a besoin de faire des opérations encore là au niveau comptable, fiscal. Puis là, il n'y a pas les actions qu'il faut. Fait on va voir un avocat, puis il faut refaire le capital action, refaire un dépôt au registre, puis recommencer, puis ça nous retarde. Là. Je ne connais pas encore beaucoup le procédé, mais j'ai vu qu'il fallait faire une charte dans une compagnie. Si on recule, il appelle ça une charte. Maintenant, c'est les statuts de constitution là, au départ, mais ça, que ce soit dans un kit où vous allez voir un avocat, ça vient avec. Là. Quand on fait un dépôt au registre, ils vont nous envoyer les statuts. Des entreprises basées sur des chartes, il y en a plus bien. Les OBNL là, qui réfèrent à partie 1 de l'ancienne loi sur les compagnies, là, mais c'est plus, j'allais dire, limité. Mais pour une compagnie, vous allez voir plus des statuts de constitution, puis ça va venir, c'est sûr, soit dans le kit de base ou avec le travail d'un avocat ou d'un notaire. OK. Ma dernière question, c'est que si un jour je pense à prendre un associé, oui. Est-ce que c'est quelque chose que je dois inclure tout de suite ou que ça n'a pas d'importance dans ma constitution d'entreprise actuellement? Au stade de la conception initiale, là où il peut y avoir un changement, comme je vous disais, c'est peut-être dans les catégories d'action, dans la description du capital action, où là, si vous avez déjà une idée de comment vous voudriez intégrer, par exemple, un associé, toutes sortes de choses qu'on peut penser, des actions super votantes, des actions de gel, tu sais. C'est peut-être plus là où il y a des choses à penser, de se dire je vais avoir la flexibilité le jour où je vais vouloir intégrer un associé pour bien organiser mes choses. Des fois, parce que
ce qui arrive assez souvent, quand on veut intégrer un nouvel associé, on va dire je vais geler la valeur que j'ai au jour A. J'intègre un nouvel associé, mon entreprise vaut 100$. Je vous souhaite que ce soit plus que ça, là, mais je vais geler 100$ dans une certaine catégorie d'actions. Puis là, on va se répartir 50-50 les actions au jour où tu rentres, mais la compagnie, comme j'ai gelé la valeur, bien, elle vaut 0. C'est un peu comme si on faisait un reset. Encore là, ça nous prend les bonnes actions dans le capital action pour arriver à ça. Peut-être qu'ils vont être dans le kit de base, peut-être pas, là, je ne sais pas, mais c'est sûr, quand on fait affaire avec un avocat, souvent, on part avec des capitales actions, ça a l'air d'un roman en fleuve, là, mais c'est parce qu'on essaie de prévoir toutes sortes de situations possibles pour l'avenir. On n'est pas devin, là, mais on essaie d'en mettre plus que moins, ça coûte souvent pas plus cher de toutes les mettre, là. Il y a certaines entreprises, des fois, qui font des bons d'achat pour leurs clients. Est-ce qu'on a le droit de mettre une date de péremption sur les bons d'achat? Oui, bien là, les bons d'achat, on va tomber dans les cas des certificats cadeaux, là, entre autres, les cartes prépayées, tout ça. Non, en vertu de la loi sur la protection du consommateur, on ne peut pas avoir de date d'expiration. Il y a certaines possibilités, là, par exemple, mettre des frais d'administration après un certain temps, mais c'est bien balisé par la loi sur la protection du consommateur. Ça n'a pas toujours été le cas, par exemple. Fait que si on recule de même juste 5 ans, je pense que ce n'était pas déjà ajouté, là. On pouvait mettre des dates d'expiration. C'est un certificat cadeau qui était bon dans la prochaine année ou c'est une carte prépayée qui est bonne pour 2 ans. C'était correct. Là, on ne peut plus faire ça, mais la pratique est restée. Puis elle n'a pas vraiment de validité. Il y a des choses qu'on peut prévoir. Par exemple, on peut prévoir que si vous avez, il y a différents cas de figure. Là. Si c'est de l'argent, par exemple, une carte cadeau de 50$, bien, c'est 50$, peu importe. Là, il n'y a pas de date d'expiration. Mais quand c'est un certificat pour un service, hein, avec ce certificat cadeau-là, d'ici 2 ans, on peut avoir une table d'hôte dans un restaurant X. Bien là, on peut mettre une date où on dit après cette date-là, il pourrait y avoir un supplément à payer si le prix des services en question a augmenté. Parce qu'évidemment, si on a un certificat cadeau pour un service aujourd'hui, dans 3 ans, avec l'inflation, ça se pourrait que ce soit plus au même prix. Fait que ça, on peut prévoir des modalités comme ça. Mais juste une date où on dit après ça, vous avez tout perdu, non. Est-ce que si un employé se blesse chez lui, est-ce que ça peut être considéré comme un arrêt de travail quand il est en télétravail? Est-ce que ça peut? Oui. Est-ce que ça va l'être? Ça, c'est moins certain. Mais oui, le télétravail va imposer des obligations à l'employeur au niveau de la santé et sécurité des employés. Et si le lieu de travail devient le lieu de résidence, là, par exemple, l'employé travaille chez eux à la maison, l'employeur a des obligations face à ça. C'est pour ça que quand tout est parti en télétravail là, au début de la pandémie, en mars 2020, là, ça a été imposé par le gouvernement. On a dit à nos clients, employeurs, tout ça, là, vous n'avez pas le choix, vous les envoyez, mais dépêchez-vous de mettre en place une politique de télétravail, là, parce que faut mettre des règles. Vous ne pouvez pas juste dire on envoie tout le monde chez eux. La personne t'essaie sa table de cuisine sur un petit tabouret, puis là, elle développe des problèmes au cou, au coude, d'un genou parce qu'elle est installée tout croche, c'est pas ergonomique. Puis dire, ah ben là, elle était chez eux, je m'en occupe pas. Non. C'est son lieu de travail en vertu de la loi. Comme employeur, on a des obligations. Fait que ça nous prend une politique de télétravail qui va prévoir qu'est-ce que l'employé va faire à la maison. Je prends l'exemple du bureau, mettons. Là. Nous, on met en place une politique de télétravail. Quand vous êtes à la maison, vous devez être équipé d'une façon X. Rappelez-vous qu'on a des fiches qui ils expliquent comment bien vous installer chez vous à la maison. Puis, ce qu'on recommandait aux employeurs, c'est de demander de vous faire envoyer une photo de l'installation où l'employé va travailler. Parce que si vous ne prévoyez rien, techniquement, ça devient un lieu de travail. Vous avez, comme employeur, même la possibilité d'aller vérifier ce lieu-là à l'intérieur de la maison. Donc, il faut baliser ces choses-là. Les employés ne seront pas tout à l'aise. Là. Fait que souvent, la méthode la moins intrusive, c'est-à-dire, prenez une photo, envoyez-la au responsable ou au boss, finalement, là, qui va voir êtes-vous installé correctement ou pas. Parce que ça nous permet d'intervenir, de dire non, je ne tolère pas que tu sois installé à ta table de cuisine, tout croche, puis que tu développes des épicondylites, toutes sortes de problèmes. Ou encore que tu travailles dans un endroit qui donne libre accès à tout le monde, puis que là, toutes les informations confidentielles de l'entreprise pourraient être accessibles à n'importe qui. Après, il y a des questions de sécurité informatique, aussi de données confidentielles. Fait que c'est toutes ces choses-là qu'il faut prévoir dans une politique de télétravail. Puis même si on a tout prévu, bien là, c'est ça. Un accident de travail, ça reste un accident. Ça peut arriver.
Mais là, si c'est bien balisé, je pense pas qu'il y ait de jurisprudence encore. Quelqu'un qui travaille en haut, mettons, chez eux, dans son bureau, qui tombe dans ses marches en allant chercher un café, si tu as un accident de travail, je me mouillerai pas. Dernière question, s'il n'y en a pas d'autres, on parlait tantôt de contrat, de forfait, de prix à l'heure. Quand on consulte un avocat, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est à l'heure? Est-ce que c'est avec un contrat type selon les projets, les demandes? Comment ça fonctionne? De manière générale, le mode le plus fréquent, c'est à l'heure. Évidemment, là, j'allais dire, on vend du temps. Là, notre travail, c'est un travail intellectuel. Fait que tous les avocats, c'est pas mal ça. C'est un certain tarif à l'heure, puis le temps qu'on met dans le dossier, c'est ce qui est facturé au client. Pour ma part, je ne peux pas parler pour les autres, mais souvent on fait un exercice aussi à la fin quand vient le temps de facturer. Est-ce que ce que je facture est raisonnable par rapport au service qui a été offert, au-delà du prix à l'heure? Des fois, ça a pu complètement déborder, puis là, on fait un exercice de raisonnabilité, j'allais dire. Mais il y a certains cas plus particuliers où vous allez avoir des ententes à pourcentage. C'est une mode assez fréquent de fonctionnement aussi au niveau des avocats, mais surtout dans les réclamations. Quand on parle de blessures corporelles, quelqu'un qui va avoir chuté, s'est cassé 2 jambes, les erreurs médicales, c'est un cas où il est possible des fois d'avoir des ententes à pourcentage. Donc, on va aller chercher un pourcentage de l'indemnité obtenue. J'ai des avocats qui font aussi en matière de fin d'emploi. Le recours le plus fréquent en matière de fin d'emploi, c'est de dire, bien, moi, je vais demander ma réintégration. Là. Donc, ça, on va aux normes et on demande d'être intégré. Mais il y en a d'autres. Souvent, les cadres vont nous dire, moi, tout ce que je veux, c'est, j'ai le droit en vertu du code à un préavis raisonnable de départ. Fait que je veux me faire payer mon préavis, puis je veux qu'on le négocie. Ça, je sais que ça se fait à pourcentage aussi, des fois, des négociations d'indemnité de départ. Il y a assurément des avocats qui font des ententes à forfait pour certains cas spécifiques, mais là, ça va être plus rare. Je n'ai pas en tête de cas. Du moins, chez nous, là, on n'a pas vraiment de cas spécifiques où on pense à des ententes à forfait. Là. Donc, mais je sais que ça peut exister pour certaines choses. Là. Bien, je vous dis, il n'y a pas de cas. On parlait tout à l'heure l'exemple de former une compagnie. Pas ça, on le fait à forfait. Partir d'une compagnie, ça coûte tant. Puis là, vous avez le livre de compagnie, les résolutions de départ, les registres remplis, la description du capital action, le frais du gouvernement est payé. Là. Vous partez, vous avez tout ça dans un kit tout prêt. Ça, c'est un prix fixe. C'est un exemple de forfait, mais c'est vraiment plus limité là, au niveau des forfaits. Un entrepreneur, une entreprise qui répond à une question ou je ne sais pas si c'est de l'ordre, ça nécessite un avocat, est-ce qu'elle peut vous approcher et puis vous aiguiller sur son questionnement? Oui, c'est sûr qu'on fait. C'est toujours la première chose que je fais. Souvent, quand les gens veulent me consulter, soit ils m'appellent, mais souvent ils passent par mon adjointe aussi, là, surtout parce qu'elle est plus facile à rejoindre que moi des fois. Mais on va regarder premièrement, bon, est-ce que c'est un dossier qu'on pourrait prendre? Parce qu'il y a des domaines qu'on ne couvre pas. Donc, c'est pas un dossier qu'on s'occupe, bien, tout de suite, on va vous le dire, des fois, on peut vous référer ailleurs. Puis, normalement, au départ, on va regarder, grosso modo, quelle est la situation, puis c'est un cas où ça vaut, soit on n'a pas l'expertise ou ça vaut pas du tout la peine de mettre de l'énergie, on va vous le dire dès le départ. Là. Il n'y a personne qui fait ça juste pour le plaisir de facturer des honoraires. Là. Si on faisait ça, de toute façon, on arrêterait de pratiquer assez rapidement. Il n'y a personne qui viendrait nous voir. Là. Le meilleur service qu'on peut vous rendre, c'est de vous dire tout de suite au départ, est-ce que ça vaut la peine ou pas de vous embarquer là-dedans? Évidemment, on n'est pas devin, on peut se tromper, là, mais il y a des cas où on dit non, ça fait 20 minutes qu'on se parle, là, vous en allez direct dans un mur. Laissez tomber ça. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non? Donc, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Merci d'être venu.